Vienne est née du Rhône, bénéfique ou maléfique. Le fleuve attire les peuples, les héros et les légendes. Sur ses berges à Vienne s'inscrivent des pages qui sont des charnières de l'histoire de l'Occident. Les Celtes sont les premiers occupants connus du site de Vienne avec les Allobroges. Les Allobroges, c'est un terme qui pourrait signaler leur origine étrangère, les peuples qui viennent d'ailleurs. Donc on pense aujourd'hui qu'ils se sont installés dans nos régions à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le territoire des Allobroges s'étend de Genève jusqu'à l'Isère et des Alpes jusqu'au Rhône. Vienne va devenir une ville importante pour les Allobroges. Pourquoi Vienne et pourquoi une cité aussi importante se développe à cet endroit aussitôt? C'est tout simplement parce qu'il y a à cet emplacement précis un bon moyen de franchissement du Rhône. La ville du temps des Allobroges, on n'en connaît pas grand-chose. On connaît les niveaux archéologiques de cette époque que par 2-3 sondages et quelques mètres carrés. Donc on ne connaît aucun monument et on est bien en peine de décrire la ville. Le peuple allobroge mène une vie prospère, consacrée à l'artisanat et à l'agriculture. Ce sont des gens qui cultivent les céréales et on en a deux exemples si vous voulez. On sait qu'au moment où Hannibal va traverser la région en 218 pour se diriger vers l'Italie, les Allobroges lui vendent du blé et un siècle et demi plus tard, César demande aux Allobroges de fournir du blé. Tout ça témoigne d'une riche agriculture. On a trouvé tout un matériel à la fois artisanal et également domestique. Quelques outils de menuisier, quelques outils par exemple pour la tonte des moutons. On a certainement des forgerons, puisque tout ce matériel que j'évoque était en fer. Donc il faut supposer un atelier à proximité de ces sites occupés fin d'époque gauloise. Vienne est aussi un centre politique et religieux. Le matériel trouvé sur la colline de Sainte-Blandine semble appartenir à tout un ensemble de rituels festifs, avec des sacrifices, des partages de boissons, notamment le vin ou les cervoises ou autres boissons gauloises. Les druides sont au cœur de la vie des Allobroges. On a une fibule qui pourrait justement faire allusion à ces druides qui étaient à la fois les théologiens, les philosophes, tous ceux qui détenaient la connaissance, mais qui en même temps pouvaient avoir une fonction oraculaire. Ont-ils prévu la fin des Allobroges? Il n'était pas nécessaire d'observer le ciel, mais simplement les frontières du territoire. Au sud de la Provence, les Romains s'implantent avec force. Ils soumettent le peuple des Saliens qui se réfugie plus au nord, chez les Allobroges. Les Romains somment les Allobroges de livrer les Saliens. Les Allobroges refusent. Il s'ensuit en 122 avant Jésus-Christ une attaque de Rome contre les Allobroges. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts. Les Allobroges sont vaincus. Ils sont intégrés à la nouvelle province romaine de la Gaule transalpine et deviennent aussi romains que les Romains.
La preuve, c'est que l'ensemble de la cité reçoit le titre de colonie romaine, c'est-à-dire qu'elle accède au plus haut rang juridique des cités. Au 1er siècle après Jésus-Christ, la ville s'étend sur 30 hectares, 7 fois la taille de Pompéi. Elle compte près de 50 000 habitants. On a l'organisation du forum, de la place publique, avec dès la période augustéenne, la construction du temple d'Auguste et de Livy. Donc on a déjà, dès cette époque, une véritable cité de tradition romaine. La cité se dote d'une enceinte fortifiée sur la rive gauche du Rhône de 6,5 km de long, une des plus importantes de l'Occident romain. Ce n'est pas une défense, mais une enceinte d'apparat destinée à montrer la puissance de la cité. La particularité de Vienne est certainement son caractère oriental avec un pourcentage d'orientaux et notamment de grecs très surprenant pour une cité gauloise. On le sait par le nombre d'inscriptions funéraires où on a les noms grecs qui reviennent très souvent de façon complètement anormale par rapport à d'autres cités de la Gaule. De nombreux monuments témoignent de cette influence de l'Orient. Au Forum, une salle d'assemblée du peuple, longtemps confondue avec un temple de Cybèle. Pour les athlètes, un stade, comme un souvenir des Jeux d'Olympie. Un odéon à côté du théâtre romain traditionnel. L'odéon, c'est la musique, la politique, les poèmes. Alors que le théâtre, ici, on vient voir l'imaginaire, on vient se distraire, on vient s'amuser. Et on vient voir aussi bien les tragédies que des comédies, bien sûr. Il est très grand, il est le deuxième de Gaulle, le premier étant celui d'Autun. Il pouvait contenir à peu près 10 000 spectateurs. À Vienne, on a des traces d'une troupe théâtrale avec Asiaticus qui offrait des spectacles à la population. Les spectacles étaient presque toujours gratuits. C'était la grande distraction populaire. On trouve encore un cirque pour les courses de chars et sans doute un amphithéâtre pour les combats de gladiateurs, mais qui n'a toujours pas été localisé. Si vous additionnez un théâtre, un odéon, un cirque, un stade peut-être, un amphithéâtre sans doute, vous arrivez à un nombre de plusieurs centaines de milliers de places de spectacle. Donc on a bien sûr une offre qui dépasse largement le chiffre de la population. Ces monuments ne sont pas là uniquement pour donner des spectacles, ils sont là pour marquer la romanisation, le statut colonial, les bonnes relations avec l'empereur, etc., etc. Le succès de Vienne est dû sans doute aussi à la présence du Rhône. Le Rhône, dans l'Antiquité, c'est un axe économique majeur entre la Méditerranée et les provinces du Nord. On le voit à Vienne avec de très nombreux entrepôts, certains de très grande taille sur la rive gauche du Rhône, aussi grands que ceux d'Ostie, à côté de Rome. Donc c'est à la fois un lieu de transit, une rupture de charge, une redistribution, donc c'est vraiment économiquement très important. Il y a une volonté d'en faire une capitale, et donc à ce moment-là, il faut des espaces pour bâtir une véritable grande ville. Alors sur la rive gauche, il manque des grands espaces plans, urbanisables, et ces espaces, on va les trouver sur la rive droite. Il y a un grand développement, on pourrait dire un boom urbanistique, vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ à peu près, où là on va avoir en quelques années la création d'un véritable quartier d'affaires, on pourrait dire, avec à la fois des entrepôts, des boutiques et des grandes maisons. Et on ne s'attendait pas du tout à trouver sur la rive droite une véritable ville. Par le passé, il y avait eu beaucoup de découvertes de mosaïques, des découvertes fortuites, et les archéologues du 19e jusqu'au début du 20e siècle imaginaient plutôt des grandes maisons dispersées dans la campagne. Mais pas du tout cette véritable ville, et qui a été révélée de manière spectaculaire en 1967-68.
La vie à Vienne est opulente et festive. Elle attire des personnages importants. Archélaos, le roi de Judée. C'est le fils d'Hérode, le roi qui ordonna le massacre des innocents à la naissance du Christ. Mais comme par un châtiment du ciel, Archélaos ne put succéder à son père. Il était incapable. Bon, et Auguste, l'empereur, n'a pas voulu laisser Archélaos à son poste, donc il l'a démis de ses pouvoirs et il l'a envoyé en exil à Vienne. Flavius Joseph nous donne cette indication. Il y avait déjà une communauté juive importante à Vienne et peut-être que pour le laisser dans un milieu comparable, on l'a envoyé ici. Mais on n'en a pas d'explication satisfaisante. Arrivant aussi de Judée, voici Ponce Pilate. S'il vient à Vienne, c'est pour y mourir. Notre seule source, elle vient de l'archevêque de Vienne, qui est archevêque à l'époque de Charlemagne, qui s'appelle Adon. C'est lui qui nous dit que Ponce Pilate a été exilé et qu'il se serait suicidé à Vienne parce qu'il en aurait eu gros sur le cœur d'avoir contribué à la crucifixion de Jésus. Mais nous n'avons aucune preuve réelle, sérieuse, que Ponce Pilate soit venu finir ses jours à Vienne. Pendant des siècles, les Viennois ont pensé que la pyramide était son tombeau, alors qu'elle n'était qu'un vestige du cirque romain. Dans une autre légende, Pilate ne se suicide pas à Vienne, mais il y est jugé pour son attitude envers le Christ. Vienne est réputée pour la rigueur de sa justice. Vienne est capitale, c'est la capitale du droit, c'est une ville sénatoriale, c'est une ville d'où l'on gouverne les Gaules, dit la légende. Donc Pilate doit être jugé à Vienne. Il est enfermé dans une tour du pont du Rhône, et puis un jour, Pilate est emporté par les diables, il est englouti dans le Rhône avec la tour. Depuis, le Rhône est à cet endroit maudit. De grands personnages sont nés à Vienne. Vestinius, Pacassianus ou Valerius Asiaticus, le premier sénateur gaulois, consul en 35 après Jésus-Christ, un homme immensément riche. Il avait sa propre troupe de théâtre à Vienne. Et à Rome, il avait acheté, c'est ce qui va causer sa ruine, il avait acheté sur la colline du Pincio la propriété de Lucullus, qui est un personnage célèbre aussi à Rome, et la troisième épouse de Claude, Messalina, qui était un personnage infernal, voulait mettre la main sur cette propriété. Valerius Asiaticus a refusé et elle l'a fait accuser de complicité. Il a été condamné à mort. On lui a simplement donné le choix de sa mort et il s'est suicidé dans son bain. Et c'est la fin de ce grand personnage. Le christianisme se répand dans l'Empire romain et Vienne, avec Lyon, offre à la religion nouvelle quelques martyrs célèbres. Sanctus et Blandine, rattachés à l'église d'Orient. Ils sont peut-être originaires du plateau d'Anatolie. Le plateau anatolien est traversé pendant tout le second siècle par un mouvement hérétique qui s'appelle le montanisme. Et les montanistes sont des gens qui croient qu'il n'y a pas d'avenir dans ce monde, que seul le salut passe par la mort et la renaissance et la vie éternelle, et qu'il faut y aller le plus vite possible. On ne va pas les condamner parce qu'ils sont chrétiens, on va les condamner parce qu'ils sont monothéistes, parce qu'ils ne rendent culte qu'à un seul Dieu, et qu'ils ne reconnaissent pas la divinité de Rome et de l'Empire. C'est-à-dire qu'en fait, ils représentent un véritable trouble à l'ordre public romain. Bien loin de Vienne, d'autres chrétiens les imitent.
Mais leur sacrifice va contribuer à donner à la cité viennoise l'aura prestigieuse d'une cité sainte. Ce sont les hommes de la Légion thébaine. Convertis au christianisme, ils franchissent les Alpes et arrivent au bord du Rhône, près de Martigny, dans le Valais, à Agone. Les légionnaires font étape et l'empereur leur demande d'assister à un sacrifice, à un culte impérial, culte païen, il leur demande de sacrifier aux idoles. Bon, les légionnaires refusent. L'empereur décide alors de décimer la Légion et tous les légionnaires, obéissant derrière leur préfet, Saint-Maurice, tendent le col et sont massacrés, sont décapités. Il y a des torrents de sang sur la prairie d'Agone, non loin du Rhône. 6666 martyrs, Thébain, dit la légende. Cette légion qui venait de Thèbes, qui était passée par Jérusalem, par Rome, et qui terminait son destin à Agone. Si bien que dans cette légende, dans cette passion, Agone prenait place parmi les centres de l'Occident, parce que Thèbes avait été tenue pour le centre du monde, parce que Jérusalem était le centre religieux, parce que Rome était le centre du pouvoir impérial et parce que Agone devenait ainsi un haut lieu central de l'Occident chrétien. Et très rapidement, on a cru que les reliques, les vestiges des corps des martyrs thébains descendaient par le Rhône jusqu'à Vienne. Et donc Saint-Maurice est devenu le patron de Vienne. L'Empire va encore durer 80 ans, mais le pouvoir central de Rome commence à décliner. L'administration religieuse va succéder à l'administration romaine. Vienne était la capitale d'une province importante, la viennoise, et Vienne va disposer d'un métropolitain, on dira plus tard archevêque, mais nous sommes encore dans l'Empire, on parle encore latin, il y a un sénat qui s'occupe des affaires municipales. Pourtant, le quartier d'affaires de la rive droite du Rhône est délaissé dès la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Il devient le lieu des monuments funéraires. Certains sont construits à la place des thermes et de leurs piscines. Alors les trous qui perforent le fond, ils interviennent dans le courant du 5e siècle et correspondent donc à des sépultures, soit dans des sarcophages, soit dans des coffres de dalles. Les égouts se bouchent. La récession économique qui touche l'ensemble de l'Empire à ce moment-là entraîne une désaffection du quartier. Ce qui est quand même étonnant, c'est que la ville perde les 3/4 de sa superficie en un siècle, ce qui est quand même considérable. Dans cette période sombre, apparaît Saint Mamère, le grand évêque de Vienne. Il se rend célèbre par des miracles. Vers 468-470, on nous dit que des événements exceptionnels se sont produits à Vienne, un tremblement de terre, des incendies qui se déclarent un peu partout dans la ville, des loups qui pénètrent dans la ville, et que c'est pour conjurer ces trois périls que Saint Mamère s'est mis en prière dans une église. Ces prières ont arrêté ces manifestations extraordinaires. Et la fête des rogations commémore cet événement. Ces rogations ont ensuite été diffusées dans tout l'Occident chrétien. Mais les catastrophes persistent à tourmenter les Viennois. Sur le Rhône, les naufrages sont innombrables. Et pourquoi des naufrages devant Vienne? Parce que le cadavre de Pilate englouti dans le fleuve provoque ces catastrophes. Cette légendarisation des catastrophes et du cycle pilatien procède d'une vision du monde qui fait que on croit à un circuit interne des eaux.
On croit que tous les grands fleuves retournent à leur origine souterrainement. Donc, à proximité des grands fleuves, on a, sous la terre, des canaux, des conduits d'air, des conduits d'eau, de gaz, de feu, qui communiquent avec des gouffres qui sont superposés et des gouffres qui atteignent une zone où les lois naturelles n'ont plus cours et où agissent d'autres forces qui peuvent être bénéfiques mais surtout maléfiques. Il ne s'agit pas seulement de légendes de bonnes femmes, de contes pour vieilles, vous voyez, mais il s'agit d'une adéquation avec les représentations de la Terre et les représentations du monde souterrain, représentations qui deviennent inquiétantes dans le cas des grands fleuves et sur les rives des grands fleuves. Donc, les Viennois décident d'extraire ce cadavre maléfique dont le Rhône ne veut pas. Ils ont des crochets au bout de cordes de plusieurs centaines de toises, mais ils plongent les cordes dans le Rhône, on ne trouve pas le fond parce que manifestement il y a un gouffre sans fond. Retirent leur cordaille bredouille, mais ils font appel au clergé, aux reliques, on sort les barques avec les reliques. Et puis, on réussit quand même à extraire le cadavre de Pilate. Alors ce cadavre de Pilate, on l'éloigne de la ville et on le précipite dans un lac noir qui se trouve au sommet de l'Alpe, et c'est le mont Pilat. Mais d'autres pensent au Pilatus, au Fragmund qui domine Lucerne, et on a donc un cycle pilatien qui intéresse à peu près toute la vallée du Rhône, dans la mesure où on retrouve Pilate à Saint-Maurice-l'Exil, mais aussi à Lausanne et Lucerne. Peu après Saint-Mamère, un autre grand évêque se manifeste à Vienne, Saint Avit. Il écrira beaucoup, et notamment un poème qui décrit la fin du monde, en réalité la fin de Rome, et qui commence ainsi: le genre humain s'était gonflé d'orgueil, de cruauté, d'audace. La volonté individuelle remplaçait la loi. Le droit n'existait plus. On ne faisait aucune distinction entre le bien et le mal. Je trouve que ce poème est toujours d'actualité. Saint Avit joue un rôle politique important avec les nouveaux occupants de Vienne, les Burgondes. C'est l'aristocratie en fait romaine qui va appeler les Burgondes pour garder les frontières et pour surveiller un peu les paysans qui s'étaient déjà révoltés plusieurs fois. Les Burgondes ont créé un royaume indépendant entre la Suisse et la Durance. Leur capitale est Vienne, et le roi des Burgondes, au début du VIe siècle, est le terrible Gondebaud. Gondebaud est arien, et Saint Avit essaie de le convertir. Il n'y parvient pas. Par contre, il parviendra à convertir son fils, Sigismond. Et c'est peut-être aussi sous l'influence de Saint Avit que Clotilde, qui était burgonde, la future épouse de Clovis, s'est convertie au christianisme. Et Saint Avit a fait rencontrer Clovis avec Clotilde. Clovis est toujours païen. Le mariage est donc païen. Clotilde s'évertue à convertir Clovis. Et ça se passera le 25 décembre 499, c'est-à-dire 3 ans après la bataille de Tolbiac. Avit a félicité Clovis de sa conversion. Le Noël du Seigneur est aussi le Noël des Francs. Votre foi est notre victoire.
et nous sommes les vainqueurs, partout où vous triomphez. Mais saint Avit était peut-être mal inspiré de féliciter Clovis, car très vite, les Burgondes sont chassés de Vienne par les Francs. Le paysage de la ville change à cette époque, puisque les temples disparaissent et sont remplacés par des églises, sauf le temple d'Auguste et de Livy, qui va être conservé parce qu'il est transformé en église. On ne connaît rien de la cathédrale paléochrétienne, mais on connaît assez bien les églises funéraires qui entouraient la ville. Saint-Pierre au sud, Saint-Féréol, de l'autre côté du Rhône, où il y avait des monastères appelés Grigniens, une énorme basilique funéraire au nord de la ville. Il y avait plus de 1500 moines, ce qui fait beaucoup pour une ville qui comptait quelques milliers d'habitants seulement, peut-être 5000, donc peut-être un quart de la population. À la fin du IVe siècle, déjà, on sait qu'à Vienne, il y a eu un premier groupe cathédral, c'est-à-dire 2 églises et un baptistère. On sait par des textes, le texte d'Avit sur le baptistère,